L'urbanisation, c'est-à-dire la concentration de population dans des villes, est un phénomène ancien. Il y a 2000 ans, Rome comptait déjà 1 million d'habitants. Mais à cette époque, la très grande majorité de la population vivait à la campagne. Aujourd'hui, 55% de la population mondiale habite en ville. En Europe et en Amérique du Nord, c'est 75% de la population qui vit en ville, car l'urbanisation a commencé dès le XIXe siècle. Mais même si le taux d'urbanisation en Europe et en Amérique du Nord est élevé, la croissance urbaine, c'est-à-dire l'augmentation de la population qui vit en ville, est désormais faible. En revanche, dans les pays émergents d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine, où l'économie se développe rapidement, la population urbaine est plus faible. Par contre, la croissance des villes est plus forte. Ce sont dans ces pays que l'on trouve la majorité des mégapoles qui dépassent les 10 millions d'habitants. Certaines villes comme Mexico ont multiplié par 4 leur population en 50 ans. Les villes du monde s'organisent autour d'un centre très dynamique, souvent marqué dans le paysage urbain par un quartier des affaires abritant des gratte-ciels, comme ici dans le quartier de Santa Fe à Mexico. La mondialisation permet de mettre en relation les différentes parties du monde, grâce aux échanges humains, marchands et culturels. Mais la mondialisation n'est pas encore planétaire, puisque toutes les villes n'ont pas atteint le même niveau d'intégration aux réseaux mondiaux. Le rôle des villes dans la mondialisation est donc très variable. Aujourd'hui, certaines villes et les entreprises multinationales qu'elles abritent sont plus puissantes et plus influentes que certains États. Cela s'explique par la concentration dans les grandes villes des acteurs financiers, les banques, des acteurs de l'innovation technologique, les universités et les centres de recherche, et des acteurs industriels, les entreprises. Par exemple, le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse de l'Islande en 2010, est de 12 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires d'Apple en 2011 est de 170 milliards de dollars. Le produit urbain brut, c'est-à-dire la richesse de Tokyo en 2008, est de 1500 milliards de dollars. En effet, Tokyo, mais aussi Londres, New York, Paris, sont qualifiées de métropoles mondiales. Elles concentrent beaucoup de population et beaucoup de richesses, et elles possèdent, à une échelle mondiale, des fonctions politiques. Le siège de l'Organisation des Nations Unies à New York rassemble parfois tous les chefs d'État du monde. Des fonctions culturelles, le Louvre à Paris est l'un des musées les plus visités du monde. Des fonctions économiques, le quartier d'affaires de Shinjuku à Tokyo accueille les sièges des grandes entreprises. Et enfin, des fonctions financières, le quartier d'affaires de la City concentre plus de 500 banques. Les métropoles mondiales sont aussi des villes très connectées entre elles, grâce aux réseaux de communication et aux réseaux de transport de plus en plus performants. D'ailleurs, les métropoles sont parfois plus connectées avec les métropoles d'autres pays plutôt qu'avec les villes de leur territoire national, car il y a une concentration des infrastructures portuaires et aéroportuaires liées aux échanges mondiaux dans les plus grandes métropoles. Cette mise en réseau des grandes métropoles crée une standardisation des paysages et des modes de vie. Dans les grandes métropoles, on trouve désormais les mêmes centres commerciaux et les mêmes chaînes de restauration ou d'habillement, qui rassurent et apportent un confort aux hommes d'affaires et aux touristes. Les réseaux de communication, et notamment les connexions Internet très haut débit, jouent un rôle important dans cette création d'un mode de vie urbain mondialisé. Le flash mob en la mémoire de Michael Jackson en 2009 fut organisé simultanément à Berlin, Londres, Paris, Mexico et bien d'autres villes grâce aux réseaux sociaux. Pour maintenir leur haut niveau de commandement sur le plan économique et financier face aux métropoles concurrentes, les métropoles mondiales, comme Londres, entreprennent de vastes plans d'aménagement urbain. La capitale anglaise, déjà équipée du dynamique quartier d'affaires de la City, a d'abord aménagé un second quartier d'affaires à l'emplacement de l'ancien port de Londres dans les années 1990, puis elle a récemment construit un troisième quartier d'affaires en face de la City
sur l'autre rive de la Tamise. Le Shard, plus haut gratte-ciel d'Europe, est le bâtiment emblématique de ce nouveau quartier. Mais dans la course à la verticalité, les métropoles européennes sont loin derrière celles des pays émergents. Construire haut coûte plus cher, mais les gratte-ciels des métropoles d'Asie et du Moyen-Orient, comme la Shanghai Tower de 600 mètres ou le Burj Khalifa de 800 mètres à Dubaï, sont avant tout des démonstrations de richesse et de puissance. Les métropoles des pays émergents, qui cherchent à s'intégrer de plus en plus dans la mondialisation, affirment également leur position sur la scène internationale, en organisant des événements internationaux comme les dernières Coupes du monde de football en Afrique du Sud, au Brésil et plus récemment en Russie et au Qatar. Ainsi ces villes montrent au monde entier leur développement récent et leurs ambitions futures. Mais cela masque une réalité. Les espaces urbains sont divisés en zones de concentration de richesse et en zones de concentration de pauvreté. Ces inégalités spatiales n'ont pas été créées par la mondialisation, mais elles ont été fortement aggravées, notamment dans les métropoles des pays émergents. Par exemple, Sao Paulo au Brésil est une métropole émergente sur le plan économique, ce qui en fait une des villes de plus en plus insérées dans les réseaux internationaux. Pourtant, on y trouve des inégalités sociales extrêmement fortes, comme sur cette photo où l'on voit des résidences de luxe au premier plan, où vivent les Brésiliens qui tirent profit de l'intégration de la ville à la mondialisation. Mais au second plan, on découvre une favela, nom que l'on donne aux bidonvilles brésiliens, où se concentrent pauvreté et criminalité. Dans les métropoles, même les plus connectées aux échanges mondiaux, tout le monde ne profite pas de cette intégration à la mondialisation. Il existe également des villes qui se trouvent complètement à l'écart de la mondialisation. C'est le cas de Détroit, aux États-Unis, qui perd des habitants et rétrécit à cause du chômage lié à la crise de son industrie automobile, autrefois très dynamique. Beaucoup d'autres villes sont également peu connectées au monde. C'est le cas d'Antananarivo, à Madagascar, à cause de la pauvreté qui s'aggrave dans le pays. C'est le cas également de Pyongyang, en Corée du Nord, en raison du régime ultra-autoritaire mis en place dans le pays depuis plus d'un demi-siècle. La guerre est aussi souvent responsable d'une mise à l'écart du monde, comme à Damas, capitale de la Syrie.